très sincèrement un grand honneur et un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et comme c'est la fin de ce cycle de conférences organisé par l'Institut Émilie du Châtelet, pour cette année, c'est vraiment le moment propice pour rendre hommage à tous mes collègues et amis de l'Institut pour la qualité de leur travail et leur générosité pour promouvoir les recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Et c'est une initiative extrêmement importante, surtout en ce moment. Alors, j'ai intitulé la première partie de mon exposé « De la cause des sciences à la cause des femmes ». Bon, c'est un résumé d'une partie de mon activité de recherche et on va commencer par la cause des sciences. Alors, comment suis-je tombée dans le chaudron des sciences, en l'occurrence de la biologie ? D'abord et avant tout à cause d'un professeur de sciences naturelles, à l'époque on n'appelait pas ça SVT, donc les sciences naturelles au lycée, et cette personne, une femme d'ailleurs, nous a transmis son virus de la curiosité. En l'occurrence, cette personne nous a appris à poser des questions et à poser des bonnes questions. Alors en voici quelques exemples. Vous avez devant vous là un cerveau humain. Et il est intéressant de se poser la question comment cette masse gélatineuse de tissu nerveux est-elle capable de produire la pensée ? Autre question intéressante, sachant que le patrimoine génétique de l'Homo sapiens et du singe sont extrêmement semblables à 1 ou 2% près, comment se fait-il que seuls les humains aient construit des civilisations ? Et allons encore plus loin, quand on étudie partout sur la planète les civilisations, les traditions, les relations sociales, les religions, les arts, ce qui saute aux yeux, d'abord et avant tout, c'est la diversité. Donc la question est intéressante aussi de savoir d'où vient cette diversité de l'humanité qui fait que nous tous, hommes et femmes, sommes à la fois tous semblables et tous différents. Donc en gros, voici quelques questions qui m'ont guidée dans mes choix d'études et ensuite dans mes choix professionnels pour faire de la recherche sur le cerveau. J'arrive donc en 1981 à l'Institut Pasteur et j'ai eu l'occasion donc dans cet institut de faire des recherches passionnantes sur différentes thématiques. Et en particulier des recherches sur les études des mécanismes de la mémoire en relation avec la maladie d'Alzheimer. Donc à l'époque, je faisais ces recherches dans le laboratoire de Jean-Pierre Changeux, c'était dans les années 90. Et de temps en temps, nous avions des demandes de conférences, de vulgarisation auprès d'un grand public. Et un jour arrive une demande de conférence sur le sexe du cerveau. Alors je dois dire que je n'étais pas très intéressée par cette question, sachant que pour moi, la question du sexe du cerveau était totalement secondaire par rapport aux recherches scientifiques sur des grands problèmes de santé publique, comme par exemple les maladies neurodégénératives. Bon, donc j'ai découvert à cette occasion-là toute la littérature scientifique et non scientifique sur la question du cerveau et du sexe. Et je dois dire que j'ai été quand même très surprise de voir que ce sujet n'était pas toujours traité avec la rigueur et l'objectivité qu'on pourrait souhaiter. Alors, voici par exemple quelques idées que j'ai pu trouver dans les publications scientifiques, mais aussi bien sûr dans les médias. Les femmes ont les deux hémisphères mieux connectés que les hommes et c'est pour ça qu'elles ont une supériorité dans le langage. Les hommes ont un hémisphère droit plus performant que les femmes, ce qui expliquerait leur supériorité dans l'orientation dans l'espace. Et aussi, les différences d'aptitude entre hommes et femmes sont le résultat d'une longue évolution depuis les temps préhistoriques. Alors, j'ai donc voulu en savoir plus. Donc, en lisant les auteurs qui propagent ces idées, il s'avère que ces idées sont issues d'un courant
qui est assez puissant aux États-Unis et qui s'appelle la psychologie évolutionniste. Et selon ce courant d'idées, l'organisation sociale entre les hommes et les femmes reflète un ordre biologique issu d'une sélection naturelle depuis les temps préhistoriques. Et c'est ainsi que l'homme chasseur et guerrier doit partir au loin, donc il doit être doué d'un sens d'orientation dans l'espace, tandis que la femme, elle reste dans la caverne, elle entretient le feu, elle s'occupe des enfants et elle s'exerce au langage. Alors voyons les déclarations de ces personnes qui défendent la théorie de la psychologie évolutionniste. Il y a en particulier un professeur très connu qui s'appelle Steven Pinker à Harvard, qui déclare « Les hommes et les femmes ont des cerveaux différents. Les différences d'aptitude entre les sexes dans le langage et les mathématiques sont le reflet de connexions neuronales qui se sont construites et renforcées au cours des siècles. » Et d'ajouter « Un homme doué en maths est susceptible d'avoir plus d'enfants également bons en maths, contrairement à une femme douée en maths dont la fertilité est plus limitée. » Oui, non, vous en aurez d'autres. Alors, il y a aussi Edward Wilson, qui est un des fondateurs donc, de la sociobiologie, qui plus tard s'est appelé en gros psychologie évolutionniste, qui déclare « Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les hommes chassent et les femmes restent chez elles. Cette distinction persiste de façon marquée dans la plupart des sociétés agricoles et industrielles, et pour cette seule raison, elle apparaît comme ayant une origine génétique. En conséquence, même avec une éducation identique et un égal droit d'accès à toutes les professions, les hommes auront un rôle bien plus grand dans la vie politique, dans les affaires et dans la science. » Il fallait réagir. Alors, pour réagir, il faut déjà se documenter. Alors, quand on va demander aux spécialistes de la question, c'est-à-dire les préhistoriens vous diront qu'il n'existe absolument aucune donnée, qu'il s'agisse de peintures rupestres, de sépultures, de restes fossiles, d'objets divers et variés, qui permettent de reconstituer la division du travail dans les sociétés préhistoriques et encore moins la division du travail entre les hommes et les femmes. Donc on peut dire que jusqu'à maintenant, la théorie de la psychologie évolutionniste reste une théorie qui est invérifiable. Alors revenons-en au cerveau, qui est quand même mon cheval de bataille, ou ma jument de bataille. Les femmes ont-elles donc un cerveau comme les hommes ? Posons-nous sérieusement la question. D'abord, au XIXe siècle, qu'en pensait-on ? Le XIXe siècle était un siècle où il y a eu un essor des investigations scientifiques et de la médecine, et il y a eu ce courant de la craniométrie, à travers lequel les médecins de l'époque étaient passionnés par l'étude des relations entre l'intelligence, la taille du crâne et le poids du cerveau. Et pour la plupart d'entre eux, il était absolument naturel que les hommes aient un cerveau plus gros que les femmes, les blancs plus gros que les noirs et les patrons plus gros que les ouvriers. Donc, un des grands défenseurs de cette thèse est le médecin français Paul Broca, qui avait mesuré une différence de 150 grammes entre le poids moyen du cerveau des hommes, 1,350 kg, et celui des femmes, 1,2 kg. Et il déclarait « On s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. » Vous voyez, ça c'est le 19e siècle. Bon, ce qui est intéressant quand on fait ce genre de recherche, c'est qu'on se plonge dans l'esprit d'une époque, et les historiennes qui sont auprès de moi savent à quel point, justement, les activités scientifiques sont le reflet de l'époque dans laquelle elles sont produites. Alors, de toute façon, cette histoire des rapports entre la taille du cerveau et l'intelligence est totalement vaine parce qu'il n'existe aucun rapport entre les deux. Et on le savait au XIXe siècle, quand même. On le savait grâce à tous ces hommes célèbres qui ont donné leur cerveau à la science.
Ainsi, on s'est rendu compte que le cerveau d'Anatole France pesait 1 kg. Par contre, celui de Tourguenieff pesait 2 kg. C'est beaucoup, 1 kg de différence. Et le cerveau d'Einstein, lui, était tout petit, c'est-à-dire 1 kg 250, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de la taille du cerveau des femmes. Donc, vous voyez, en matière d'intelligence, là, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est bien la qualité des relations entre les neurones. Alors, revenons à des considérations un petit peu plus scientifiques. C'est très tôt au cours du stade fœtal que s'effectue ce qu'on appelle la sexualisation du cerveau, avec chez l'embryon la formation des organes sexuels, ovaires, testicules. Il va y avoir la libération d'hormones sexuelles dans le sang du fœtus qui vont ainsi pouvoir imprégner son cerveau. Les régions qui sont les plus sensibles à l'action des hormones sexuelles dans le cerveau sont situées à la base du cerveau dans une région qui s'appelle l'hypothalamus. Et par exemple, chez les femmes, on pourra observer dans l'hypothalamus des neurones qui ont une activité cyclique chaque mois pour déclencher l'évolution. Et on ne verra pas ce type d'activité dans le cerveau des hommes. Donc, bien évidemment, des différences entre les hommes et les femmes dans les parties du cerveau qui contrôlent les fonctions physiologiques associées à la reproduction. On arrive en 1991 et à la publication dans une revue scientifique très connue et très réputée qui s'appelle Science, d'un article qui s'intéressait à l'hypothalamus. À l'hypothalamus des hommes, des femmes et des hommes homosexuels. Alors l'étude avait été faite sur 20 cerveaux conservés dans le formol et on avait fait des coupes dans ces cerveaux, des coupes ici à ce niveau-là. Et quand on regarde avec un microscope, on s'aperçoit qu'il existe des tout petits amas de cellules et l'étude montrait que chez les hommes hétérosexuels, un de ces petits amas de cellules avait un volume de 100 microns. 100 microns, c'est 1/10 de millimètre, alors que chez les femmes, et aussi les hommes homosexuels, le volume de ce petit noyau était de moitié 50 microns. Bon, on peut dire que 50 microns, c'est la taille de 50 neurones, ce qui est quand même très peu par rapport aux 100 milliards de neurones de notre cerveau. Donc on va dire que c'est une différence extrêmement faible, si elle existe d'ailleurs, mais néanmoins, la conclusion de l'article était « Ces données montrent qu'il existe une base biologique à l'orientation sexuelle ». Alors là, quand on est neurobiologiste et qu'on voit à quel point la conclusion de l'article va vraiment au-delà des résultats présentés, on se pose des questions. On essaye de comprendre pourquoi. Alors déjà, on lit attentivement la description de l'expérience. La description de l'expérience, en l'occurrence, les personnes homosexuelles dont on avait examiné le cerveau étaient des personnes qui étaient toutes mortes du sida. Or, on sait que le virus du sida pénètre dans le cerveau et y produit des lésions, ce qui fait que sur le plan de la rigueur scientifique, on ne va pas comparer des cerveaux de personnes décédées du sida avec des personnes qui ne sont pas décédées du sida. Donc, vous voyez, il y avait un certain nombre de biais méthodologiques importants. Néanmoins, l'article a été publié dans Science. Là, c'était en 1991. L'histoire de l'hypothalamus arrive en 1993, et cette fois-ci paraît, toujours dans Science, un article prétendant avoir trouvé le gène de l'homosexualité. Or, tous ces travaux n'ont jamais été reproduits, et ils ont même été démentis à plusieurs reprises, mais les médias s'en sont emparés à tel point que, hélas, ces idées traînent toujours dans les esprits. Et à l'heure actuelle, on peut dire qu'il n'existe aucun argument scientifique, qu'il s'agisse du cerveau, des hormones ou des gènes, qui permettent de dire que l'homosexualité est due à des bases biologiques. Alors on continue avec cette quête qui était la mienne pour essayer de comprendre comment il se faisait qu'il y a un tel décalage entre les résultats des travaux scientifiques et les données. Alors, il y a cette fameuse théorie des deux cerveaux
qui date de 1968. Cette théorie a eu un énorme succès et elle est toujours, elle est toujours à l'heure actuelle évoquée comme si elle était toujours valide, ce qui n'est pas exactement le cas. Donc, d'après cette théorie, bon, on avait à l'époque une vision assez simpliste du fonctionnement du cerveau, en se disant à gauche, c'est les régions du cerveau impliquées dans le langage, à droite, ce sont des régions qui sont davantage impliquées dans la représentation dans l'espace. Et alors, à partir de là, le pas a été vite franchi pour dire si les femmes sont meilleures dans le langage, c'est parce qu'elles ont un hémisphère gauche plus développé, tandis que si les hommes sont meilleurs, soi-disant, dans la représentation dans l'espace, c'est parce qu'ils ont un hémisphère droit plus performant. Alors ça, c'était donc la vision d'il y a 50 ans quasiment, vous voyez. Et depuis, tout a changé dans l'exploration du cerveau. Depuis, tout a changé parce que sont arrivées ces nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, en particulier l'imagerie cérébrale par résonance magnétique ou IRM, qui a permis de réaliser un rêve pour nous neurobiologistes, c'est-à-dire on est maintenant capable de voir un cerveau vivant en train de fonctionner sans avoir à ouvrir la boîte crânienne. C'est très important. Et donc, ce n'est pas très étonnant que les théories antérieures aient été invalidées compte tenu des découvertes absolument sensationnelles qu'on a faites depuis avec l'imagerie cérébrale. Alors, par exemple, vous avez ici une illustration des activations du cerveau lors d'une tâche de perception visuelle. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que simplement, quand on tente de repérer une croix sur un écran, quand on fait une tâche d'attention visuelle, bah, vous voyez, ça s'allume un petit peu partout dans le cerveau. Et en ce qui concerne, par exemple, les aires du langage, les aires du langage, ce n'est pas simplement des régions qui sont situées dans l'hémisphère gauche. En l'occurrence, il existe une dizaine d'aires du langage qui sont réparties et à gauche et à droite. Alors, certaines personnes ont davantage d'aires réparties à gauche, d'autres davantage à droite. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'une fonction n'est jamais localisée dans une seule région et que c'est toujours la coopération entre les deux hémisphères qui permet d'assurer une fonction. On continue avec les idées reçues. Les femmes sont multitâches. Elles sont douées donc pour faire plusieurs choses à la fois, s'occuper du devoir des enfants, faire le ménage, la cuisine, j'en passe et des meilleurs. Donc elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois parce que la communication entre les deux hémisphères de leur cerveau serait plus développée que chez les hommes. Alors quand on est scientifique, on va chercher d'où vient cette idée. Elle vient d'une vieille expérience qui date de 1982. Qui avait été faite dans 20 cerveaux conservés dans le formol. Et cette expérience montrait que l'épaisseur du corps calleux, c'est-à-dire ce faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères, était, chez ces 20 cerveaux, plus épais chez les femmes que chez les hommes. Bon, très bien, on était en 1982. Comme on l'a dit tout à l'heure, depuis 1982, tout a changé avec l'imagerie cérébrale. Et si l'on rassemble l'ensemble des études qui ont été faites avec l'IRM sur justement l'épaisseur du corps calleux, et quand on rassemble ces études, on peut avoir cette fois-ci un échantillon plus important, en l'occurrence là de 2000 sujets qui ont été testés, on s'aperçoit que statistiquement parlant, il n'y a pas de différence significative dans l'épaisseur du corps calleux entre les hommes et les femmes. Et donc, il y a cette notion importante qui est que lorsqu'un grand nombre de sujets est analysé, les différences qu'on avait pu éventuellement voir sur un petit échantillon se trouvent gommées. Donc, nous allons voir pourquoi. Voici une expérience qui a été réalisée en IRM où on a demandé au sujet de faire un calcul mental. Et tous les sujets, hommes et femmes, ont tous aussi bien réussi le test dans les mêmes temps avec les mêmes scores. Et ce qu'on voit, qui est très intéressant, c'est que pour arriver à faire ce test, en fait, cette personne ici, dans le groupe des femmes, active plutôt des régions antérieures.
celle-ci plutôt des régions postérieures. Et cette variabilité dans l'activation du cerveau se retrouve également dans le groupe des hommes. C'est-à-dire que pour arriver à une même performance, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Donc le résultat de tout ça, c'est que la variabilité entre les individus d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité entre les sexes. Là, c'est donc un exemple de variabilité dans le fonctionnement du cerveau, mais nous avons aussi de la variabilité, et les neurochirurgiens le savent bien, dans l'anatomie du cerveau. Vous avez ici des belles images en IRM, ce sont des beaux cerveaux vivants, et on voit très bien que la forme des circonvolutions, le dessin des sillons du cortex cérébral, et même le cheminement des vaisseaux sanguins sont extrêmement différents d'une personne à l'autre. Et donc, il apparaît très clairement que nous avons tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Donc, la question intéressante qui se pose maintenant, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette variabilité entre les individus en ce qui concerne leur cerveau. Donc, le cerveau est constitué de 100 milliards de neurones, et ces neurones sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des synapses, qui sont de l'ordre de 1 million de milliards. C'est beaucoup, c'est plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie, je crois. Et on peut noter que dans le cerveau, il n'y a que 6000 gènes qui s'expriment. Alors, à quoi servent ces gènes ? Ces gènes, ils sont très importants au niveau du développement du cerveau pendant la vie embryonnaire, parce qu'ils vont permettre la mise en place du plan général d'organisation du cerveau, avec la formation des hémisphères, du cervelet, du tronc cérébral, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gènes de développement du cerveau sont totalement indépendants des chromosomes X et Y. C'est-à-dire que ça signifie que la fabrication du cerveau n'est pas sexuée. Alors, à la naissance, le petit bébé humain, il naît avec 100 milliards de neurones, hein, c'est un bon stock. Et à ce moment-là, les neurones vont cesser de se multiplier. Mais bien sûr, le cerveau est bien loin d'être terminé. Vous avez ici représenté des coupes très fines qui ont été faites dans le cortex cérébral, ici à la naissance, aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois et 24 mois. Et ce que l'on observe, c'est que la densité des neurones, c'est-à-dire des corps cellulaires des neurones, ces petits points noirs, cette densité ne change pas, mais ce qui change énormément, ce sont toutes ces ramifications entre les neurones qui témoignent de la formation de toutes ces connexions, de toutes ces synapses. Et on considère que dans un cerveau humain adulte, chaque neurone, enfin dans un cortex, chaque neurone est connecté en moyenne à 10 000 autres. Ce qui est quand même assez impressionnant. On va dire qu'un cerveau, c'est un petit peu plus compliqué qu'un ordinateur. Et chose qui est intéressante, c'est que les 90% de ces synapses se forment après la naissance. Et c'est précisément sur la formation de ces circuits entre les neurones que l'environnement et l'apprentissage va jouer un rôle très important, c'est-à-dire l'influence de la famille, de la société, de la culture, qui vont finalement faire que le cerveau va se façonner en fonction de l'expérience vécue par chacun. Et on utilise ce terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau à se façonner en fonction de l'histoire de chacun. Donc, alors cette plasticité cérébrale, bien sûr, elle est très évidente chez les enfants, mais elle existe aussi chez les adultes. Nous allons en voir quelques exemples. Alors, premier exemple, le cerveau des pianistes. Pianistes professionnels, c'est aussi la même chose chez les violonistes, je vous rassure. D'une façon générale, les musiciens professionnels sont les chouchous des gens qui s'intéressent à la plasticité cérébrale, parce que ce sont des personnes qui ont pratiqué leur instrument de façon intensive dès le plus jeune âge et qui continuent à l'âge adulte. Donc on peut penser que ça puisse laisser des traces dans le cerveau. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Il existe chez ces personnes un épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition.
Et en fait, ce phénomène d'épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et chose très importante, ce processus est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Donc vous voyez, a priori, c'est bien la pratique intensive de l'instrument qui a entraîné ce phénomène et non pas des personnes qui seraient nées avec un cortex plus épais et ce serait pour ça qu'elles sont devenues pianistes. Autre exemple de plasticité cérébrale, cette fois-ci à l'âge adulte. On prend des étudiants, des jeunes étudiants, on leur demande d'apprendre à jongler avec 3 balles. Et au bout de 3 mois, à nouveau, on voit ce phénomène d'épaississement dans les régions qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Et si ils cessent de s'entraîner, les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc là, c'est très intéressant parce que cela montre que dans certains cas, les changements d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles quand la fonction n'est pas sollicitée. Et c'est là qu'on est très content quand la même expérience a été faite chez des sujets de 60 ans et qu'on a vu le même phénomène d'épaississement du cortex cérébral. Donc, je peux vous l'apprendre, les capacités de plasticité cérébrale persistent avec l'âge. On peut apprendre à jongler. Voilà, vous pouvez apprendre à jongler. Alors, autre exemple de plasticité cérébrale, cette fois-ci dans des cas pathologiques. Là, c'est le cas d'une personne qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère droit. Et cet accident a entraîné une paralysie de la main gauche. Donc, vous savez que les voies motrices sont croisées, problème à droite et répercussions à gauche. Donc, cette personne, avec sa paralysie de la main gauche, a été soumise à des rééducations intensives. Et au bout d'un mois, elle arrive un tout petit peu à bouger ses doigts. Et quand on la met dans la machine IRM, c'est cette image ici, on s'aperçoit que ce sont les régions de l'hémisphère gauche qui s'activent. Au bout de 2 mois, ça va mieux, il y a une récupération un peu meilleure. À ce moment-là, les régions qui étaient à gauche deviennent un peu plus centrales. Et ensuite, en bout de 3 mois, quand la personne a complètement récupéré, on voit que l'activité à droite est rétablie. C'est-à-dire que de façon temporaire, l'hémisphère gauche a pris le relais de l'hémisphère droit. Et ce n'est pas très étonnant parce qu'on a un corps calleux qui relie les 2 hémisphères cérébraux. Alors, autre exemple, celui d'enfants qui souffrent d'épilepsie intraitable. Ça veut dire des cas d'épilepsie qui résistent, hélas, à tous les médicaments. Et parfois, les enfants peuvent faire une crise d'épilepsie toutes les 10 minutes. Et la seule façon de les soulager, c'est carrément d'enlever l'hémisphère cérébral dans lequel se trouve ce qu'on appelle le foyer épileptique. Il existe environ 200 cas d'enfants qui ont été décrits aux États-Unis et au Canada. Et ces enfants ont été opérés entre les âges de 5 et 10 ans. Et il s'avère que pour la plupart d'entre eux, ils peuvent récupérer. Ils vont pouvoir suivre une scolarité, mener une vie professionnelle normale, se marier, avoir des enfants. Et si vous les croisez dans la rue, vous ne pouvez pas vous imaginer que ces personnes n'ont qu'un seul hémisphère. Alors ça, ce sont nos cas américains, mais depuis peu, nous avons notre cas français. Il s'agit d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants et menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d'une légère faiblesse de la jambe gauche. Donc il est allé consulter à l'hôpital de la Timone. On lui a fait un examen IRM et aux surprises, on s'est rendu compte que son crâne était essentiellement rempli de liquide, c'est ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, et que son cerveau était aplati, formait une mince couche sur les parois du crâne. Alors on lui a posé des questions. Il s'avère que cette personne souffrait d'hydrocéphalie à la naissance. On lui a donc posé un drain à la base du cerveau pour évaluer le liquide en excès. Mais ce qui s'est passé, c'est que le drain s'est bouché et progressivement, la pression du liquide a fini par refouler le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de ce patient qui ne s'est jamais douté de rien. Donc, nous avons là un très beau cas de plasticité cérébrale.
Et ce cas est aussi très intéressant parce qu'il nous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui est très important pour nous dans les recherches en neurobiologie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, on est bien en peine de comprendre comment un cerveau avec une forme aussi invraisemblable peut assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Donc maintenant que vous savez tout sur la plasticité du cerveau, qui fait que l'expérience, qu'elle soit concrète ou abstraite, modifie à la fois la structure et le fonctionnement de nos circuits de neurones, vous pouvez donc mesurer l'importance de l'environnement socioculturel dans l'émergence des différences d'aptitudes et de comportement entre les garçons, les filles, les hommes et les femmes. Alors, quelques notions sur la psychologie du développement. Merci. À la naissance, le petit bébé humain ne connaît pas son sexe. Et ce n'est pas avant l'âge de 2 ans qu'il va être capable de s'identifier en tant que petit garçon ou petite fille. C'est-à-dire que très tôt après la naissance, le petit bébé va être capable de distinguer les voix masculines des voix féminines. Il va être capable de les reconnaître, mais il ne va pas encore être capable de s'identifier au genre masculin ou féminin. Mais bien avant l'âge de 2 ans, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a fait une chambre rose ou une chambre bleue, on lui a mis des vêtements correspondant à son sexe, et aussi l'attitude des adultes, on le sait bien, est extrêmement différente selon qu'il s'agisse de bébés filles ou de bébés garçons. Alors, quelques notions maintenant sur les aspects psychologiques et toujours ces idées reçues qui sont toujours omniprésentes, hélas. Il existe un certain nombre de tests où les femmes sont réputées meilleures. Ce sont en particulier des tests de langage, comme par ici à gauche, donc où il faut énoncer un maximum de mots commençant par la même lettre. C'est pas très compliqué, hein. Et à droite, là, vous avez un test célèbre qui fait qu'on demande aux personnes de repérer un objet dans les 3 dimensions de l'espace, et souvent les hommes sont meilleurs dans ce type de tâche. Bon, interprétons ensemble la signification de ces différences de performance. Bon, plasticité cérébrale oblige. Noter des différences de performance dans des tests ne permet pas de savoir l'origine de ces différences, ne permet pas de savoir si elles sont innées ou si elles sont acquises. Et en l'occurrence, ces différences ne sont détectées qu'à partir de l'adolescence. Et en plus, elles disparaissent avec l'apprentissage, hein, c'est-à-dire que si on fait passer les tests pendant une semaine, au bout d'une semaine, les scores vont s'égaliser. Donc, ces résultats suggèrent que l'éducation et la culture jouent un rôle important dans ces différences de performance. Alors, revenons sur ce fameux test de rotation mentale en 3 dimensions. Le test est le suivant, hein. Il faut dire si ces 2 objets sont semblables ou différents. Alors, si on fait le test dans une classe, mais qu'avant de faire passer le test aux élèves, le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de géométrie, à ce moment-là, les garçons seront un peu meilleurs que les filles. Mais si avant le test, le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de dessin, à ce moment-là, garçons et filles auront les mêmes scores. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que connaissent bien les psychologues, qui est l'influence du contexte dans lequel se passent les tests. Et là, on est clairement en face d'une situation où l'estime de soi joue un rôle très important, où la façon dont on va intérioriser les stéréotypes de genre va influencer les tests. On sait bien qu'en général, en mathématiques, les filles ont moins confiance en elles que les garçons. Alors, encore quelques mots sur justement ces aptitudes à faire des mathématiques. Aux États-Unis, il y a eu en 1990 une grande étude statistique portant sur 10 millions d'élèves, c'est beaucoup 10 millions d'élèves comme échantillon, et qui montrait qu'en moyenne, les garçons étaient meilleurs que les filles dans certains tests de maths.
Alors certains avaient analysé ce résultat en disant que c'était parce qu'il y avait moins de filles dans les classes scientifiques que de garçons, mais d'autres avaient dit « Ah, mais c'est parce que les filles n'ont pas un cerveau pour faire des maths ». Et les personnes qui défendaient cette thèse sont des personnes qui militent également pour une école libre, telle qu'il la souhaite, c'est-à-dire une école dans laquelle l'État n'interviendrait pas, c'est-à-dire que ce seraient les parents qui décideraient des programmes, ce seraient aussi les parents qui décideraient de la mixité ou de la non-mixité des classes. Ce sont aussi des personnes qui militent pour l'enseignement du créationnisme dans les écoles. On peut complètement éliminer l'hypothèse biologique. On ne peut pas imaginer qu'en 20 ans, il y a eu une sorte de mutation dans le cerveau des filles qui fasse que d'un seul coup, elles deviennent capables de faire des maths. Donc c'est bien l'éducation et pas la biologie qui explique les différences de score entre les filles et les garçons en mathématiques et aussi dans les autres disciplines. Alors là, il y a quand même un événement important qui s'est passé. C'était en janvier 2005 à l'université de Harvard. Le président de l'université de l'époque, M. Larry Summers, lors d'un conseil d'université, a déclaré que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. Il y a eu des protestations. Il y a eu des protestations, bien sûr, des mouvements féministes américains, mais aussi des scientifiques. Mais il y a aussi eu des scientifiques qui sont venus au secours de Larry Summers. Et ces scientifiques étaient, comme par hasard, ceux qui sont les tenants de la psychologie évolutionniste et qui ont dit « mais si, c'est différent, les cerveaux des hommes et des femmes, la préhistoire, le corps calleux, cerveau gauche, cerveau droit ». Enfin, toutes ces vieilles théories qui datent de plus de 50 ans, qui ont été remises à jour pour défendre la vision de Larry Summers. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Larry Summers a dû démissionner de la présidence de l'université. Il a été d'ailleurs remplacé par une femme. Donc après il a rejoint l'équipe de Barack Obama, parce que Larry Summers était un économiste au départ. Et puis, il y a eu quand même une certaine crise financière aux États-Unis. Et M. Larry Summers était aussi en plein dedans. Bon. Disons que l'aspect positif de cette histoire, c'est que les académies des sciences des États-Unis, les académies de médecine et de technologie, ont été réquisitionnées pour faire un rapport sur cette question. Et le rapport a été publié en septembre 2006. Et donc le rapport stipule « Les études sur la structure et le fonctionnement du cerveau, l'influence des hormones et l'évolution de l'espèce humaine ne montrent pas de différence significative entre les sexes dans les aptitudes cognitives qui pourraient expliquer la sous-représentation des femmes dans les professions scientifiques. Cette situation est le résultat de facteurs individuels, sociaux et culturels. » Vous voyez, il fallait qu'on en arrive là pour que, noir sur blanc, on nous dise que, oui, nous, les femmes, on est capables de faire des sciences. Alors, dans ce contexte que j'ai tenté de vous décrire rapidement, il apparaît très important de, justement, promouvoir la place des femmes dans les métiers scientifiques. Et c'est cette association dont je fais partie depuis qu'elle a été créée en 2000. Elle a été créée, entre autres, par Claudine Herman. Cette association qui s'appelle Femmes et Sciences joue un rôle très important en se déplaçant dans les collèges, dans les lycées, pour promouvoir l'image des sciences auprès des élèves, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. On a vraiment besoin de filles et de garçons qui s'engagent dans les carrières scientifiques. Voici quelques chiffres. Si on regarde le pourcentage de filles en terminale selon les séries, on en trouve 80% dans les séries littéraires et 46% en sciences. Donc, 46% en sciences, c'est bien, parce qu'avant, c'était 20%. Maintenant, on en est à 46%, c'est très bien. Mais là où ça ne va pas, c'est 80% dans les matières littéraires.
Donc ça veut dire qu'il faut pousser les garçons à faire des matières littéraires et à faire des langues, par exemple. Donc vous voyez, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'égalité des chances entre les garçons et les filles dans les choix scolaires. Et bien sûr, cette égalité des chances, après, aura des répercussions très importantes dans les choix professionnels. Encore quelques chiffres. Si on regarde ce qui se passe dans un institut de recherche quand même représentatif, qui s'appelle le CNRS, sur quelques 11 641 chercheurs, ça c'est des statistiques de 2005, mais depuis il y en a encore des nouvelles, toutes disciplines confondues, il n'y a que 31,5% de femmes. Et quand on regarde le pourcentage par discipline, on en a 17% en maths, 18% en physique, 31% en chimie, 39% dans les sciences de la vie et 44% en sciences de l'homme et de la société. Vous voyez, donc on a encore pas mal de chemin à faire pour que les femmes s'engagent dans des métiers de recherche, que ce soit la recherche dans des disciplines, comme on dit, des sciences dures, ou aussi, bien sûr, dans les sciences humaines. Il y a eu, en mars dernier, à Uppsala, en Suède, le premier colloque international sur cette thématique en anglais qu'on appelle le neurogendering. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés, un certain nombre de chercheurs et chercheuses en neurosciences, mais il y avait aussi des personnes qui s'occupent de l'épistémologie, de l'histoire des sciences, de l'histoire tout court, de l'anthropologie, de la philosophie, des personnes concernées par cette question, cette nécessité d'avoir un regard critique sur un certain nombre de pratiques scientifiques qui ont lieu dans le domaine des neurosciences. Entre autres, on a pu remarquer quelque chose qui est hélas très fréquent, c'est cette notion de biais dans les publications scientifiques. En l'occurrence, les études qui montrent des différences entre les sexes sont facilement publiables. Par contre, les études qui ne montrent pas de différence entre les sexes ne sont pas publiées en tant que telles. C'est-à-dire qu'on va éviter, dans le titre des publications, de mettre un résultat négatif. Donc, quand on ne voit pas de différence entre les sexes, on va regrouper les données sur les deux sexes et l'objectif de la recherche va être présenté sous un autre angle. Et c'est en l'occurrence ce qui se passe dans une majorité de travaux, et en particulier dans les travaux qui sont faits en IRM. Sur les 2800 publications, c'est beaucoup, qui ont été faites entre 1992 et 2008, seulement 2,8% montrent des différences entre les sexes, mais c'est évidemment toujours de celles-ci dont on va parler. Alors, suite à ce colloque qui s'est tenu à Uppsala, on a décidé d'écrire des articles scientifiques pour avoir une visibilité au niveau international. Et d'ici quelques semaines va paraître un numéro spécial de cette revue américaine qui s'appelle Neuroéthique, sur précisément cette question du neurogendering et qui en fait met à jour tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelle le neurosexisme. J'en arrive donc à la deuxième partie de mon exposé qui s'appelle « Du neurosexisme à la neuroéthique ». On a vu tout à l'heure ce cas exceptionnel de cette personne qui avait un cerveau réduit à une mince couche collée sur le crâne et qui néanmoins allait très bien. Donc ce cas permet de se rendre compte à quel point on est loin de la vision classique de la description du cerveau telle qu'on l'a souvent entendue et vue, à savoir qu'il existerait pour chaque fonction des régions cérébrales bien spécialisées. Cette notion qu'on va qualifier de localisationniste, qui est toujours très en cours, on le sait bien, en fait date du XIXe siècle. Elle date du XIXe siècle avec en particulier une discipline qui s'appelait la phrénologie
selon laquelle les fonctions mentales sont localisées dans des régions cérébrales spécifiques et les bosses du crâne reflètent les facultés mentales sous-jacentes. Alors, dans cette phrénologie, 27 facultés mentales avaient été identifiées. Elles étaient qualifiées de forces fondamentales localisées dans le cerveau. Et il y avait par exemple l'amour de la progéniture, le talent poétique, le penchant au meurtre, le penchant au vol, la compassion, le sens moral. Alors, où en sommes-nous au XXIe siècle? Peut-être pas si loin, si l'on en juge par les thèmes qui ont été abordés lors d'un colloque qui s'est tenu en 2005 à Paris. Depuis, il s'est tenu de nombreux colloques sur ces questions. Ces questions concernent les bases neuronales des valeurs humaines. Donc, dans ces colloques qui rassemblent en général des grands neuroscientifiques de tous les pays, les thèmes abordés étaient le jugement esthétique, la vérité en mathématiques, l'empathie, le jugement moral, le sentiment du bien et du mal et le comportement antisocial. Alors, il ne faut pas croire que ces préoccupations soient marginales, pas du tout. En l'occurrence, il existe un nombre croissant de publications scientifiques dans des revues internationales, en particulier des études qui utilisent l'imagerie cérébrale par IRM pour étudier les valeurs morales et sociales. Et pour s'en convaincre, il suffit de taper un certain nombre de mots-clés dans des bases de données. Et si on tape les mots-clés morale et IRM, entre 1990 et 2000, il y avait 5 publications sur ce thème-là, mais entre 2000 et 2010, il y en avait 110. Et quant aux mots-clés comportement antisocial, violence et IRM, on est passé de 7 à 250. Alors, on va se poser la question de se demander comment mesure-t-on les valeurs morales en IRM. On va d'abord revenir sur quelques points méthodologiques. L'imagerie cérébrale par résonance magnétique, ou IRM, vous donne 2 types d'informations. Vous pouvez avoir, d'une part, des informations sur l'anatomie du cerveau. Ce sont les images qu'on a en gris et blanc. Et on peut aussi avoir des images sur l'activité du cerveau pendant qu'on demande au sujet qui est dans la machine de faire une opération mentale. Alors, ce sont les petits points jaunes qu'on voit là, superposés sur les images anatomiques. Donc, pendant une expérience d'IRM fonctionnelle, donc le sujet est dans la machine, il doit être absolument immobile, il ne doit pas cligner des yeux, il ne doit pas déglutir, il a la tête enchâssée par un système sur lequel se trouve un prisme qui va lui permettre de voir à distance un écran sur lequel sont projetées des instructions, des photos, des films. Et pour répondre à ces instructions, au bout du bras, il y a un petit clavier et il doit appuyer sur un bouton pour répondre aux instructions. Et tout ça se fait, comme vous le savez, dans un bruit assourdissant du style de bruit de mitraillette, et ça dure extrêmement longtemps, ce genre d'expérience. Donc voilà les conditions expérimentales. Donc là, je vais vous décrire une expérience extrêmement célèbre qui a été réalisée par un des grands spécialistes de l'imagerie en IRM, qui s'appelle Joshua Green. Il a publié dans de très nombreuses revues très, très réputées. Alors, c'est l'expérience, cette expérience a été faite donc sur 10 sujets qui ont été soumis au dilemme du trolley. Alors, il s'agit d'un trolley dont on a perdu le contrôle et qui, s'il continue sa route, va écraser 5 personnes. Alors, dans la machine, la personne est soumise virtuellement à 2 types de situations. Première situation, il peut virtuellement agir sur l'aiguillage. À ce moment-là, une seule personne qui se trouve sur la voie va être tuée et pas les 5. Deuxième situation, la personne peut toujours virtuellement, la personne dans la machine, peut virtuellement jeter une personne sur la voie, ce qui va stopper le trolley et empêcher les 5 autres d'être écrasés. Alors, le déroulé de l'expérience est le suivant.
la personne est au repos pendant 20 secondes. Ensuite, on lui présente le scénario. Après, on lui pose la question « Quelle situation est la plus morale ?» Ensuite, le sujet presse le bouton pour répondre. Et après, ça recommence parce qu'il faut répéter l'expérience plusieurs fois pour faire des moyennes. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau pendant le dilemme du trolley ? Dans la situation A, agir sur l'aiguillage, qui est considérée comme une décision morale correcte, on s'aperçoit qu'il y a davantage de régions qui sont activées dans les activités cognitives que dans les activités émotionnelles. Par contre, dans la situation B, qui est une décision morale incorrecte, on voit davantage de régions impliquées dans l'émotion. Et l'auteur de l'étude en a conclu que son travail apporte une démonstration d'une base neuronale à l'affectivité dans le jugement moral. Et pour lui, à nouveau, revient la psychologie évolutionniste. Pour lui, il existerait un instinct moral qui serait le reflet d'un câblage neuronal qui aurait été sélectionné au cours de l'évolution pour limiter la violence interpersonnelle. Bon, on va dire qu'il s'agit d'une conclusion hâtive, vu que les conditions de l'expérience en IRM sont extrêmement éloignées de la réalité de la vie et que l'expérience a été faite sur 10 sujets. Bon, mais Joshua Greene n'est pas le seul, évidemment. Ils sont nombreux à travailler sur ces questions. Il y a aussi George Moll qui, lui, a un autre test. Donc, il prend toujours des personnes, il les met dans la machine et il regarde les réactions du cerveau à la présentation de photos. Alors, il y a des photos qui ont un contenu plus social. Bon, par exemple, ce sont des enfants errant dans les rues. Et il y a des photos avec davantage un contenu moral. Là, c'est une scène de crime. Comme par hasard, c'est un noir qui est en train d'égorger une blanche. Et donc, il montre dans cette expérience que les scènes qui ont un contenu moral ou social n'activent pas les mêmes zones. Mais ce qui l'intéresse, c'est aussi de regarder ce qui se passe chez des personnes qui ont ce qu'il appelle une psychopathologie antisociale, où il montre qu'il existe une réduction de l'épaisseur du cortex dans les régions qui sont activées par les scènes morales. Et George Moll déclare « Le comportement antisocial, l'insanité morale, la violation de l'ordre moral et la pédophilie ne peuvent être réduits à des conséquences culturelles, car ces comportements se sont toujours manifestés dans l'histoire et quelles que soient les cultures. Les bases neurobiologiques du comportement antisocial sont attestées par les études d'imagerie montrant une réduction de la matière grise dans le cortex cérébral. » Bon, vous comprenez pourquoi des fois je ne suis pas contente. Donc, on va dire qu'il s'agit à nouveau d'une conclusion hâtive sur justement la signification de ces variations d'épaisseur du cortex cérébral. Il faut quand même réaliser qu'il existe ces propriétés de plasticité cérébrale qu'on vient de voir tout à l'heure et qu'on ne peut en aucun cas faire un lien de causalité entre un cortex moins épais et un comportement déviant. Donc, on en arrive à un point où il est vraiment important de prendre en considération justement les limites dans l'interprétation des images en IRM, parce que ces images en IRM, elles nous apportent, pour moi, c'est le meilleur et le pire. C'est le meilleur quand ça montre la plasticité cérébrale, et c'est le pire quand ça veut montrer l'inverse. C'est-à-dire que, simplement, une image en IRM va vous donner un cliché instantané de l'état du cerveau à un moment donné et rien de plus. C'est-à-dire qu'un cliché en IRM ne permet pas de lire dans les pensées, ça ne permet pas non plus d'expliquer le passé ni de prédire le devenir d'une personne. Et là, on touche là à un point très important qui est celui des débats actuels sur la délinquance, parce qu'il est question d'utiliser l'IRM dans les cours de justice et également pour les dépistages des enfants turbulents qui, soi-disant, pourraient devenir des futurs délinquants. Alors, je vais aller un peu plus vite. J'avais prévu de vous montrer les nouveaux détecteurs de mensonges. Enfin bon, je vais essayer
pour garder quand même le temps des questions. Ah bah ça, c'est quand même bien, oui. Il existe aux États-Unis un certain nombre de sociétés qui sont spécialisées dans la commercialisation des détecteurs de mensonges. Et vous allez sur Internet, hein, vous allez voir. Donc, il y a des slogans du style « La vérité est notre business, la science dévoile le mensonge », grâce aux nouvelles technologies de l'IRM, fiables soi-disant à 90%. Et donc, il s'agit d'un marché florissant, hein, parce que ces entreprises d'IRM, en l'occurrence, ont des contrats importants pour vérifier la véracité des dires lors des contrats d'embauche et également auprès des assurances. Et bien sûr, certains cherchent à sélectionner les clients qui auraient plus ou moins de probabilité de développer des pathologies cérébrales. Et le prix de l'examen est de 4 000 $. Alors, en ce qui concerne, bon, on va terminer là-dessus, enfin, ou presque. Donc, aux États-Unis, depuis 1980, il y a eu 130 procès au cours desquels on a eu recours à l'IRM pour informer les juges sur l'état cérébral des accusés, sur les notions de responsabilité et de dangerosité. Mais néanmoins, aux États-Unis, l'utilisation de l'IRM en tant que détecteur de mensonges n'est pas autorisée, sauf dans les affaires de terrorisme. Alors, en Europe et en France, bon, il y a des débats qui sont en cours avec les comités d'éthique qui se sont saisis de ces questions. Et jusqu'à présent, ils se prononcent tous contre le recours à l'IRM, en soulignant, on l'a vu ensemble, les limites dans l'interprétation des images, et aussi cette notion qui est celui du pouvoir de fascination des images du cerveau, qui risque d'apparaître comme une preuve scientifique objective pour un public profane. Et il faut remarquer aussi que la majorité des comportements antisociaux et criminels sont le fait d'individus qui ont un cerveau normal. Donc là, c'est mon engagement, on revient un petit peu à des aspects un peu autobiographiques, c'est mon engagement justement pour lutter contre ces projets de ficher les enfants dès la maternelle quand ils ont un comportement un petit peu turbulent. Évidemment, dès qu'on parle de plasticité cérébrale, tous ces arguments peuvent être de façon scientifique mis en question. Mais néanmoins, il y a beaucoup de travail à faire parce que, par exemple, là, il s'agit d'une étude qui a été faite aux États-Unis sur 60 enfants d'âge moyen 11 ans qui avaient comme comportement les traits suivants: désobéissant, provocateur, irritable et irrévérencieux. Et on a vu chez ces enfants une réduction de l'épaisseur du cortex cérébral. Et l'interprétation était que ça pourrait être un signe précoce d'un futur comportement antisocial ou délinquant. Alors, voyez à quel point il est important de plaider pour la plasticité cérébrale, hein. C'est-à-dire que voir des différences en IRM chez un enfant turbulent par rapport à un enfant sage n'a absolument aucun sens scientifiquement parlant, d'autant plus que le cerveau de cet enfant est en pleine fabrication, en pleine maturation, et qu'on ne peut absolument trouver aucun lien de causalité entre des anatomies du cerveau et des futurs comportements. C'est-à-dire que l'IRM n'a aucune valeur diagnostique ni prédictive. Alors, on va encore une ou deux diapos. Là, c'est intéressant quand même aussi. Une expérience, on a pris des étudiants dans un laboratoire de neurosciences. Hein, ils sont en train de faire une thèse de neurosciences. Et on leur fait faire un test. Et bon, ils n'étaient pas au courant. Hein. On leur a raconté ce qui s'était passé ensuite. On leur a fait lire un faux article scientifique qui avait été écrit exprès pour l'expérience. Donc, on fabrique de toutes pièces un article scientifique faux, et le thème de cet article scientifique est que regarder la télévision améliore les performances en arithmétique car les mêmes zones du cerveau sont activées. Alors, une partie des étudiants avait le texte de l'article accompagné d'une image
représentant un graphique où on voit des activités égales quand on regarde la télé ou quand on fait un calcul. Mais l'autre groupe d'étudiants avait le même texte de l'article, mais cette fois-ci accompagné d'images de cerveau, où on voyait les mêmes activités, télé, calcul. Mais le résultat ne s'est pas fait attendre. Le contenu scientifique de l'article a été jugé plus crédible quand les résultats étaient présentés sous forme d'images du cerveau. Bon, on arrive donc à ce qui me tient beaucoup à cœur, donc c'est cet engagement maintenant pour moi qui est vraiment indispensable pour non seulement sensibiliser la communauté scientifique, mais également interagir avec les médias et aussi avec le grand public. C'est cette question donc de l'impact social et éthique du réductionnisme en neurobiologie. Le problème est cette utilisation généralisée de l'IRM qui réduit la personne humaine à une image colorée de son cerveau. On est dans un processus qu'on qualifie de réification de la pensée à travers ces images en IRM. Et un danger en particulier est que ces images du cerveau vont favoriser la comparaison, par exemple entre les sexes, entre les groupes sociaux ou entre les groupes ethniques. Et ces comparaisons d'images vont découler, hélas souvent, sur une classification hiérarchique. Et ça, c'est un point très important parce que ce genre de façon dont les neurosciences sont traduites dans les médias, bien sûr, ça va se répercuter dans l'opinion publique. Et on est face à cette situation qui est que le constat est qu'il existe toujours cette fascination pour les images du cerveau et qui, à chaque fois, sont considérées comme étant une vérité scientifique. Et il est vraiment très important de faire un maximum pour promouvoir une communication objective des avancées scientifiques, parce que la recherche scientifique, c'est une aventure absolument passionnante et qui doit vraiment être valorisée auprès d'un grand public. On a besoin de chercheurs qui s'engagent dans les sciences. Et bien sûr, dans toutes ces questions-là, il faut absolument parler de la réalité de l'avancée de nos connaissances, à savoir de la plasticité cérébrale. Donc nous avons vu que le 19e siècle était celui où les mesures du crâne et du cerveau avaient été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. Donc maintenant, nous sommes au XXIe siècle, on a fait des progrès considérables avec la génétique, avec les neurosciences et avec justement la mise en évidence de ces propriétés de plasticité cérébrale. Mais malgré tout, l'idéologie du déterminisme biologique est toujours très présente. Et il est très important de rester, nous tous et toutes, très vigilants, scientifiques et citoyens, face au risque de détournement des résultats scientifiques. Je vous remercie.